Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette assemblée publique concernant le projet de résolution 2025-343 visant à autoriser un projet de construction de bâtiments résidentiels multifamilial à l'adresse projetée 141 rue de Bretagne sur les lots 4 494 279 et 4 494 281 dans la zone R8. Et je suis accompagnée de M. Sébastien Gagnon, directeur général de la Ville, et de Mme Marie-Pierre Tremblay, directrice de l'urbanisme et du développement durable. Donc, Mme Tremblay, je vous laisserai la parole pour nous présenter le tout. Merci beaucoup. Donc, au niveau du contenu de la présentation de ce soir, on va commencer en présentant la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation. Ensuite, on va parler de densification du territoire. Puis, on va entrer dans le vif du sujet, le projet de résolution qui est à l'étude ce soir. À travers ce projet-là, on va vous exposer quels sont les éléments qui dérogent à la réglementation en vigueur. Puis, on va vous présenter l'évaluation du projet sous les axes économiques, environnemental et social. On va finir par la présentation des étapes qui vont mener à l'adoption du projet de résolution, de la résolution en fait, et à l'approbation du projet. Et puis, on va terminer par une période de questions et de commentaires. Donc, le gouvernement du Québec, en 2024, a accordé aux municipalités un nouveau pouvoir afin d'accélérer la construction de projets de logement. Donc, c'est la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation qui a souvent été référée par le projet de loi numéro 31. En 2025, ce pouvoir-là a été élargi aux municipalités de moins que 10 000 habitants. Donc, la ville de McMasterville a pu s'en prévaloir. Donc, ce nouveau pouvoir-là, dans quel type de cas on peut l'utiliser? Les villes peuvent autoriser par résolution un projet d'habitation qui déroge à certains règlements d'urbanisme si le projet prévoit au moins 3 logements et qu'il répond à au moins une des situations suivantes. Le projet est majoritairement résidentiel et le taux d'inoccupation des logements locatifs est inférieur à 3 %. Ou le projet est majoritairement composé de logements sociaux abordables ou de logements destinés aux personnes aux études. À titre d'information, le taux d'inoccupation en octobre 2024 était de 1,8 % pour l'ensemble du Québec. Plus précisément, dans la région de recensement de McMasterville, il était uniquement de 0,7 %. Un taux sain se situerait autour de 3 %, donc on est vraiment en dessous de ça. Il y a certains cas où est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce nouveau pouvoir-là. Par exemple, si le projet est situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, donc en zone agricole, ce qui n'est pas le cas du projet qui va être présenté ce soir. On ne peut pas non plus utiliser ce pouvoir-là dans un secteur où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières en lien avec la sécurité publique, la santé publique, l'environnement ou le bien-être général. Donc, à titre d'exemple, dans une zone inondable. Lorsque le projet est situé à proximité d'une infrastructure routière ou ferroviaire, la dérogation qui est demandée ne peut pas viser une norme qui vise à atténuer les impacts. Donc, on ne peut pas donner d'exemption de respecter les normes pour limiter le bruit à l'intérieur des logements ou pour limiter la vibration des trains, par exemple. Aussi, un projet ne peut pas être autorisé avec ce pouvoir-là s'il n'est pas conforme au schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Ce nouveau pouvoir-là, ce n'est pas une carte blanche. La ville de McMasterville s'est dotée d'une résolution cadre qui vise à autoriser la ville à utiliser ce pouvoir-là issu du projet de loi 31 pour accélérer le développement de logements à McMasterville. Mais il y a un certain encadrement qui est prévu par la ville elle-même. Donc, le conseil municipal souhaite qu'au moins 30 % des logements qui vont être autorisés dans ce type de projet-là soient abordables ou de type familial, donc par exemple des 5,5. Dans tous les cas où est-ce que la ville va vouloir se prévaloir de ce nouveau pouvoir-là, il y a une assemblée publique comme ce soir qui va devoir être tenue. Puis aussi, dans certains cas, le comité consultatif d'urbanisme pourra être consulté. Puis, finalement, toutes les autorisations qui seront autorisées pourront comporter des conditions à respecter.
Maintenant, on va parler un peu de densification du territoire. La densification, c'est pas nouveau. Avant l'arrivée de l'automobile, les villes et les villages étaient naturellement denses pour permettre des déplacements à pied. Donc, on avait une proximité de commerce, on avait des logements qui étaient plus compacts. La densité, c'était essentiel à ce moment-là pour répondre aux besoins quotidiens des gens sans dépendre d'un véhicule. L'étalement urbain, c'est un phénomène qui est assez récent, qui est lié à la motorisation et à l'expansion des banlieues. La densification d'aujourd'hui, mais ça revient à ces anciens principes-là. Donc, de créer des milieux de vie qui sont accessibles, humains et durables. Ça permet de dynamiser des secteurs et d'offrir des services de proximité. La densification, c'est une stratégie gagnante, puis une stratégie essentielle également. Ça permet d'assurer un développement urbain durable, efficace et équitable. Ça permet de freiner l'étalement urbain et donc de créer des milieux de vie plus dynamiques, diversifiés, accessibles, en rapprochant les logements des commerces, des services et des espaces publics. Si tu le permets. Juste quand on parle d'un secteur plus dynamique, c'est clair que plus il y a de concentration de gens, plus les commerces peuvent vivre. Puis si le commerce de proximité peut vivre, bien, c'est tous les citoyens qui sont autour qui en bénéficient. Donc, augmenter une forme de densification, puis là, on ne parle pas tout azimut, là, on parle d'avoir une densification douce, ça permet, dans un secteur donné, d'avoir plus de résidents qui restent là, puis d'avoir plus de pertinence au niveau du commerce local. Puis on l'a vu, on a des commerces là, qui disparaissent des fois, mais c'est parce qu'il manque il n'y a pas la masse critique suffisante pour ces commerces-là. Donc, d'un point de vue développement durable, quand on parle d'une stratégie gagnante, c'est ça, c'est que c'est là que ça dynamise un secteur. Effectivement. Ça permet aussi d'optimiser l'utilisation des infrastructures existantes, par exemple les réseaux d'égouts, d'eau potable, le transport en commun et les routes. Oui. Effectivement, j'aurais peut-être dû laisser ces deux-là passer parce que là aussi, j'ai quelque chose à dire. Ce qui est important, c'est que quand on commence, on ouvre un nouveau secteur, on est obligé de créer des nouvelles rues, des nouvelles infrastructures d'aqueduc, d'égouts. Dans un cas comme on a là, comme on va vous présenter dans quelques instants, ces infrastructures-là sont déjà présentes et il y a déjà une surcapacité qui est prévue. Donc, l'égout peut recevoir, donc pour une municipalité, puis pour toute la communauté, parce que la municipalité, ce n'est pas des incarnés de nous. Nous, on est juste les agents de travail pour les citoyens, pour la communauté. Bien, c'est un gain réel parce que l'infrastructure est là, elle peut recevoir ces nouveaux immeubles-là sans que ça change rien au niveau du coût réel puis du coût net. Fait que l'infrastructure est présente, fait juste mieux utiliser nos infrastructures, c'est une bonne chose. Donc, la densification, ça permet aussi d'améliorer l'efficacité des services publics. Ça permet de lutter contre les changements climatiques en favorisant des modes de transport actifs ou collectifs et en réduisant la dépendance à l'automobile. Puis, ça permet de préserver des terres agricoles et de conserver des espaces naturels. Donc, on en arrive au principal intérêt de la présentation de ce soir, la présentation du projet qui fait l'objet du projet de résolution qui a été adopté par le conseil municipal. Donc, la Ville a reçu des demandes de démolition pour 2 maisons unifamiliales et pour l'approbation d'un projet d'habitation multifamiliale de 16 logements sur les terrains qui sont actuellement situés au 129 et au 143 rue de Bretagne. Le projet nécessite le regroupement des 2 lots. Et le bâtiment proposé aurait 2 étages avec une surhauteur représentant au maximum 40% de la superficie des étages en dessous et aussi une majorité de cases de stationnement situées en sous-sol. Donc, au niveau de la localisation, les 2 terrains visés sont situés dans la zone résidentielle R8, le long de la rue de Bretagne, donc en bout d'îlot, entre la rue Maple et la rue Morin. Ces 2 terrains qui sont adjacents à une zone commerciale qui longe le boulevard Laurier et aussi adjacents à une zone publique institutionnelle où se trouve l'École d'éducation internationale. Donc, on voit ici à l'écran les 2 propriétés qui sont visées. C'est des maisons unifamiliales de type bungalow. Les propriétés voisines, donc les voisins immédiats à l'arrière, c'est aussi 2 maisons unifamiliales. Toutefois, à l'avant, c'est une zone commerciale, donc on voit les arrières de commerce et le stationnement de ces commerces-là.
Dans le secteur, la typologie des bâtiments est assez diversifiée. On a des maisons unifamiliales, on a des maisons jumelées, on a du commercial, comme je l'ai dit, on a l'école d'éducation internationale. Puis, on a aussi sur la rue de Bretagne des habitations multifamiliales de 5-6 logements qui ont un gabarit assez semblable au projet qui est présenté actuellement. Donc, en bref, le projet qui fait l'objet du projet de résolution, c'est un immeuble de 16 logements locatifs, dont 6 3,5, 5 4,5 et 5 5,5, qui représentent là, seulement pour les 5,5 plus que 30% des logements qui vont pouvoir être utilisés pour les familles. Tous les logements de l'immeuble seraient accessibles, ça veut dire adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Il y a un total de 26 cases de stationnement qui est prévu, 2 à l'extérieur pour les visiteurs et 24 au sous-sol. Le site comporterait 40,6% d'espace vert, donc 2 fois plus que le minimum de 20% qui est exigé au règlement. Le projet propose aussi le remplacement des 14 arbres. L'architecture serait contemporaine et composée de matériaux de couleur pâle, dont de la maçonnerie blanche et grise et un revêtement métallique de couleur beige imitation bois, ce qui va permettre de limiter l'effet d'îlot de chaleur. Donc, une typologie de logement pour famille. On parle principalement des 5,5, mais des 4,5 aussi, qui sont des beaux 4,5 dans lesquels on peut habiter une famille facilement. Des cases de stationnement intérieur, c'est rare. La case de stationnement remplace l'îlot de chaleur qui est très souvent dans ces bâtiments-là, de l'asphalte tout le tour. Donc, on parle ici vraiment d'avoir des cases intérieures, ce qui est une très bonne chose, qui vient réduire de façon sensible la minéralisation autour du bâtiment. 2 fois plus d'espace vert que ce que notre réglementation exige. Encore une fois, c'est un bon projet. Puis, on privilégie des matériaux pâles. Encore une fois, on limite les îlots de chaleur verticaux et horizontaux, à la fois par la limitation de l'asphalte et l'utilisation de matériaux pâles. Merci. Le projet doit faire l'objet d'une procédure comme celle d'aujourd'hui parce qu'il comporte certaines non-conformités à la réglementation. Je vais passer rapidement sur les diapositives de texte pour vous montrer en plan ce que ça donne. Dans le fond, le projet, le long de la rue Bretagne, qui est en bas là, à l'écran en ce moment, il y a une marge avant d'au moins 3,14 mètres au lieu du minimum de 7,5 mètres qui est prévu à la réglementation. Par contre, comme on a là mon pointeur, vous ne le voyez pas, je vais mettre un pointeur laser. Donc, c'est ici que je parlais, là. Donc la marge avant qui est le long de la rue Bretagne. Donc, ce que j'allais dire, c'est que le bâtiment, on voit qu'il forme une espèce d'escalier. Donc, il s'éloigne de la rue au fur et à mesure qu'on se dirige vers la rue Maple pour se rapprocher de plus en plus de quelque chose de plus conforme. Étant donné qu'il est situé entre 2 rues aussi, ça limite l'effet d'être beaucoup plus avancé que les maisons voisines, étant donné qu'il n'y a pas de voisins immédiats de chaque côté. Ensuite, le bâtiment a 16 logements au total, alors que le zonage permet 3 logements maximum par bâtiment. Donc, sur 2 terrains, il y aurait pu avoir 6 logements, mais on peut facilement imaginer qu'avec certaines dérogations, probablement qu'on aurait pu rentrer 3 immeubles de 3 logements. Voilà. Ensuite, il y a la marge arrière qui est d'au moins 6,67 mètres au lieu de 6,97 mètres qui est exigé au règlement. Donc, on parle de 30 cm, un pied environ, là. Plus proche de la marge arrière. Ensuite, il y a une case de stationnement ici qui est un peu trop près du bâtiment. On parle d'une case qui serait à 0,64 mètres du bâtiment au lieu de minimum 1,5 mètres. Par contre, ça permet de dégager plus d'espace vert le long de la rue Morin en faisant ça. OK. Ensuite, les autres éléments qui sont non conformes, on a la hauteur totale du bâtiment, qui est de maximum 11,72 mètres au lieu d'un maximum de 9 mètres. Par contre, la partie qui est la plus haute est vraiment située au centre du bâtiment. Donc, on voit que de chaque côté, le bâtiment a deux étages de hauteur, là, donc du côté
de Morin et de Maple, il y a seulement 2 étages. Puis au centre, on rehausse. Donc, ce que ça donne, c'est qu'à partir des rues Morin et Maple, bien, il va y avoir très peu de différence d'auteur par rapport aux maisons qui sont voisines. C'est ça qui est important de dire, c'est qu'en urbanisme, tu essaies d'avoir des gabarits qui sont sensiblement les mêmes. Donc, on va avoir, quand on va être sur Morin ou sur Maple, on va avoir un bâtiment qui va avoir 2 étages, puis en arrière-l'eau, un peu plus loin dans les choses, là, on va voir un 3e. Quand vous allez marcher sur la rue, ce sentiment-là, vous ne le verrez pas d'avoir le sentiment d'être à côté d'un bâtiment qui a une mezzanine. Vous allez avoir le sentiment que c'est un bâtiment de 2 étages, puis qui est tout à fait pertinent dans sa logique, dans sa trame urbaine, sur les 2 rues. Par contre, quand on va être devant le bâtiment, on va voir au centre une partie qui va être plus élevée sur 40 %. Merci. Sinon, par la suite, il y a aussi le coefficient d'emprise au sol qui est de maximum 0,43 au lieu d'un maximum de 0,40 qui est prévu à la réglementation. Le coefficient d'emprise au sol, dans le fond, ce que ça représente, c'est l'espace que le bâtiment occupe par rapport à l'ensemble du terrain. Donc, le bâtiment va occuper maximum 43 % de la grandeur totale du terrain au lieu de maximum 40. Donc, on n'est pas tellement au-dessus. Puis, le fait d'avoir du stationnement en sous-sol, bien, ça permet d'éviter d'avoir des grandes superficies minéralisées au sol directement, ce qui atténue l'impact d'avoir un bâtiment un petit peu plus grand. Finalement, le dernier élément dérogatoire, bien, c'est la présence d'un stationnement souterrain. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est autorisé dans la zone R8. Par contre, c'est quand même très positif le fait de ne pas avoir tous ces stationnements-là en surface. Donc, le projet qu'on vous présente ce soir, c'est un projet amélioré par rapport à celui qui avait été présenté lors de l'Assemblée publique du 16 juin 2025. Suite aux commentaires qu'on a reçus, il y a principalement les 3 éléments qui sont à l'écran qui ont été améliorés. Donc, la terrasse qui est au toit, elle a été modifiée pour l'éloigner du mur arrière du bâtiment pour limiter les vues en plongée vers les cours voisines. Il y a aussi les garde-corps des 4 balcons qui sont situés à l'arrière et de la terrasse au toit qui ont été givrés du côté des voisins pour, encore une fois, préserver l'intimité du voisinage. Puis, finalement, il y a le délai maximal autorisé pour la réalisation des travaux qui a été réduit de 30 mois à 24 mois à partir de la délivrance du permis de démolition pour réduire la durée où les désagréments des travaux pourraient déranger le voisinage. Donc, on voit ici un peu plus de détails au sujet du projet d'implantation du projet. Le bâtiment représente 42,3 % précisément. Là, tantôt, j'ai dit 43, là, c'est 42,3 % de superficie d'implantation au sol et 40,6 % d'espace vert. Comme je l'ai mentionné, le double du minimum qui est requis. On voit ici à l'écran maintenant des perspectives en 3 dimensions du bâtiment qui est projeté. Donc, l'image du haut, c'est une vue de la rue de Bretagne, donc la façade principale avant. On voit que le volume a été fractionné en plusieurs sections avec des matériaux différents, avec des reculs, pour créer un dynamisme dans la façade, éviter d'avoir l'impression d'avoir une grosse boîte rectangulaire sur le terrain. On voit aussi dans le bas de l'écran une vue de la rue Morin avec l'accès au stationnement qui est à l'arrière. Là, on voit les volumes que je vous parlais tantôt sur la rue Morin, puis on va le voir tantôt sur Maple. Le volume, c'est un bâtiment de 2 étages, mais il n'y a pas l'effet de pression que ça donne sur les citoyens. Donc ici, on voit encore une fois la façade avant avec tous les différents matériaux. On voit aussi la façade arrière. Comme je l'ai mentionné tantôt, les balcons qui sont situés à l'arrière vont avoir du verre givré pour préserver l'intimité du voisinage. Maintenant, on voit les élévations latérales du côté de la rue Morin et du côté de la rue Maple, comme Sébastien l'a mentionné tout à l'heure, avec la surhauteur qui est reculée là, par rapport à la rue. Les matériaux proposés, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est des matériaux qui sont de couleur pâle, blanc, gris, beige, imitation de bois. On voit la couleur qui est plus foncée, ça va être plutôt une couleur d'accent pour les balcons, les portes, les fenêtres. Donc, ce n'est pas une couleur qui va avoir une grande proportion sur le bâtiment. Ces couleurs pâles-là vont permettre de limiter les îlots de chaleur.
D'autres éléments architecturaux qui sont importants de mentionner, c'est que la toiture va avoir une couleur blanche ou un indice de réflectance solaire supérieur à 78. Ce que ça veut dire, c'est que la toiture va être pâle, encore une fois, pour limiter les îlots de chaleur. Il va y avoir une terrasse sur le toit pour un des logements qui est à la mezzanine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la terrasse va être reculée par rapport au mur arrière du bâtiment pour limiter les vues vers les terrains voisins. L'immeuble va être pourvu d'un ascenseur qui va faciliter l'accessibilité universelle au bâtiment. Les galeries et les garde-corps vont être en aluminium gris et en verre givré à l'arrière. Il va y avoir l'utilisation de béton recyclé pour l'aire de stationnement et l'allée d'accès au garage, ce qui est un élément intéressant au niveau du développement durable. Ensuite, il va y avoir, il n'y aura pas d'impact au niveau de l'ensoleillement des voisins durant l'été et un impact assez limité pendant l'hiver. C'est important de le dire, quand on a un projet comme celui-là, on demande à ce que le promoteur fasse les vérifications pour l'ensoleillement. Et on se fait remettre un cahier dans lequel il y a l'impact sur l'ensoleillement pour chacun des bâtiments qui sont voisins. Donc, quand on dit qu'il y a un ensoleillement, il n'y a aucun impact l'été, puis un impact limité l'hiver, évidemment, on sait que le soleil ne se déplace pas. La Terre se déplace autour du soleil, je suis au courant. Mais cet impact-là est contrôlé, limité et connu avant que le projet soit accepté. Ensuite, je poursuis avec le stationnement souterrain. Comme je l'ai mentionné tantôt, le stationnement souterrain, ça va permettre de limiter les surfaces de stationnement au sol. Ce que ça va aussi permettre, c'est un certain aspect de sécurité pour le voisinage. En ce sens que les véhicules vont toujours accéder au stationnement en marche avant, mais ils vont aussi ressortir du stationnement en marche avant. Donc, ils vont toujours avoir une bonne visibilité de ce qui se passe dans la rue lorsqu'ils accèdent à leur stationnement et lorsqu'ils en sortent. Contrairement à beaucoup de petits stationnements qui sont aménagés pour reculer directement dans la rue où est-ce qu'on a une mauvaise visibilité sur ce qui se passe. Ensuite, au niveau de l'aménagement du terrain, il va y avoir abattage et remplacement et replantation de 14 arbres sur le terrain. Les nouveaux arbres vont être de 5 espèces différentes. Il y en aura 9 qui vont être situés dans la cour avant, avec des gabarits plus appropriés par rapport aux fils électriques qui longent les rues à cet endroit-là. Il y aura aussi la plantation de vivaces autour de l'aire de stationnement extérieur et aussi autour de l'accès principal au bâtiment. Les unités de climatisation vont être situées sur le toit. L'aire de déchets va être située en bas de l'accès au stationnement au sous-sol. Le recyclage et les poubelles seront en conteneurs semi-enfouis. Et les matières organiques par bac roulant. Ensuite, il y aura des supports pour stationnement pour vélo près de l'entrée principale du bâtiment. Et aussi, il y en aura dans le garage. Il y a un jardin communautaire pour les locataires de l'immeuble qui est prévu sur le terrain. Il y a certains des murs du bâtiment qui vont être végétalisés. Et finalement, il n'y aura aucun rehaussement de terrain par rapport aux immeubles voisins. Un mur végétalisé, c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de bien. On va le voir de plus en plus dans les prochaines années. Ici, à McMasterville, à ma connaissance, c'est le premier. Puis dans la région, j'en connais pas d'autres. Donc, encore une fois, ça vient aider à la fois la biodiversité, mais ça vient aussi aider à s'assurer de limiter, en tout cas, parce qu'on ne peut pas éliminer les îlots de chaleur verticaux. Donc, ce projet-là, c'est un projet innovant. Il présente une architecture distinctive et de qualité. Il propose des logements qui sont adaptés pour les familles et pour les personnes à mobilité réduite. Il est situé à proximité des commerces, des écoles et des infrastructures de loisirs. Il est aussi accessible en transport actif et en transport collectif. Il permet aussi l'offre de logements de qualité dans la région, puis il propose l'usage de certains matériaux recyclés.
C'est aussi un projet qui répond à plusieurs objectifs du plan stratégique 2022-2027 de la ville de McMasterville. Par exemple, hausser la densification en conservant l'identité de la ville, favoriser l'adoption de la mobilité active et durable comme mode de transport citoyen, favoriser la mixité sociale et réduire l'empreinte de carbone. Tu veux que je fasse? Oui, pas de problème. Donc, on a aussi demandé à la santé publique qui fait ce genre d'études pour qu'ils nous dresse un portrait du projet. On a les conclusions ici. C'est quand même un rapport fait par une scientifique. Donc, c'est l'avis scientifique qui est sorti en janvier 2026. Là. Donc, c'est un projet immobilier comme celui de la rue Bretagne, influence positivement le mode de vie, améliore la santé, rend la communauté plus accueillante, dynamique et résiliente. Il arrivait à peu près à les mêmes conclusions que nous. Ça, c'est rassurant. Densification douce, répond aux besoins en habitation, mobilité, préserve la biodiversité et aide à faire face au changement climatique. C'est sûr que quand tu construis dans des secteurs qui sont déjà construits, tu évites d'aller construire en zone agricole ou dans des espaces qui n'ont jamais été développés. Donc ça, c'est une bonne chose de rehausser ton milieu d'habitation dans des secteurs qui sont déjà développés. Puis, misant sur des milieux de vie existants où se trouvent emploi, commerce, services, infrastructures, mobilité active, on soutient un mode de vie plus sain, faible empreinte écologique. J'en ai parlé un peu, mais je pense que c'est important. On le sait, le transport collectif à McMasterville, c'est très important. On a une gare de train de banlieue, on a du transport collectif qui se fait sur la 116, on a le EXO à la demande. Donc, on mise beaucoup sur la mobilité active et sur le transport collectif. Et plus il y a de gens à proximité des arrêts d'autobus, donc il y en a entre autres un, on le sait, directement sur le coin de la rue Maple et Laurier, ça vient juste favoriser le transport collectif parce que plus de gens dedans, plus on l'utilise, plus ils vont garder, il va demeurer pertinent dans le transport collectif. Puis, ultimement, si on a plus de demandes, on va avoir un meilleur service. Donc, c'est important de pouvoir réfléchir dans cette logique-là. Notre plan stratégique le faisait, puis c'est ce que la santé publique nous recommande également. Pardon. Écoutez, on va parler un petit peu de finances, pas trop, parce qu'on ne le fait pas pour ça, mais ça fait aussi partie de l'analyse qui doit être faite. On veut juste vous présenter des études de cas pour que vous voyez qu'un projet comme ça, il y a un impact réel au niveau financier sur les finances de la municipalité. On a un projet qui a été fait en 2019-2020. C'est là où il y avait le presbytère avant. On voit la valeur du presbytère, puis on fait un poids sur la RFU. C'était 0,099. Par la suite, on a multiplié par 5,5 le poids du projet sur la RFU. Oui, la richesse, d'ailleurs, Mme la mairesse, vous m'aviez spécifiquement dit de le dire. Donc, la richesse foncière uniformisée, c'est l'ensemble de la valeur de la ville. La valeur de vos résidences, les citoyens qui sont ici aujourd'hui, additionné, ça donne un montant. Puis vous allez voir, ce montant-là augmente dans chacune des prochaines tuiles. Pourquoi? Parce que la valeur foncière uniformisée de la ville a augmenté beaucoup au cours des 5 dernières années. Donc, on voit ici, là, on a un impact direct de 0,26 % pour l'ensemble de la communauté sur la hausse de taxes sur un projet comme ça. L'écart est de 39 000 $ sur le projet. On a un autre projet ici. La RFU en 2022-2023 est passée à 747 millions, à 958 millions. Puis on voit la valeur du bâtiment qui passe de 540 000 à 1 432 000. Ça a triplé la valeur de la propriété. Donc, c'est des projets qui ont un impact réel sur la municipalité. On en a un autre ici qu'on a pris, mais on va passer directement. Ceci est une évaluation, parce qu'évidemment, le bâtiment n'est pas fait, mais on a pris un bâtiment de taille similaire avec le même nombre de logements, puis on a fait une règle un peu de 3. Donc, on voit la RFU, la valeur foncière, les deux maisons actuellement, une valeur de 764 900 sur la richesse foncière uniformisée de 1 119 666 505. On a un poids RFU qui passe de 0,068 à 0,49, beaucoup plus élevé. Donc, un écart net de 47 000 $. 47 000 $, c'est un tiers de 1 %. Donc, un tiers de 1 % à l'ensemble de la communauté.
En conclusion, c'est un projet qui est pensé selon les 3 piliers du développement durable. Donc, le projet 1 il est d'intérêt social. Pourquoi? Plus de 30 de logements familiaux, des logements qui sont accessibles. Ensuite, il y a un taux d'inoccupation en ce moment avec Masterville, mais dans la région qui est familique de 0,07 %. On doit trouver le moyen d'augmenter l'offre en logement. Puis l'offre en logement, elle est pour tout le monde. À partir du moment où il y a un logement qui se libère, il y en a un autre qui se libère. À partir du moment où il y a un logement qui est rendu disponible, il y a un logement qui peut se libérer ailleurs, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une bonne chose. Évidemment, intérêt social, proximité des transports en commun, proximité des commerces, on en a parlé, les institutions, ça favorise la mobilité active, les jeunes vont pouvoir aller à l'école à pied. C'est des réflexions comme ça qu'on doit avoir quand on est dans une ville. D'un point de vue environnemental, c'est un bâtiment qui est projeté, qui privilégie des matériaux de couleur pâle, on le dit, qui réduit les îlots de chaleur, toit blanc, revêtement, mur et mur vert, 2 fois plus d'espace vert que ce que notre réglementation exige. Pourquoi? Entre autres parce qu'il y a des stationnements souterrains. Qui dit stationnement souterrain dit limite de la minéralisation de l'espace autour. Ensuite, on le dit, plantation d'arbres aux bons endroits. Vous irez voir, il y a des arbres qui sont là, qui ont été coupés. Pourquoi? Parce qu'il y a des fils au-dessus. Donc, on a une exigence de placer des arbres qui sont à plus petit déploiement, là où il y a les fils électriques, à plus grand déploiement de l'autre côté. Jardin communautaire, toujours une bonne chose. Maintenant, c'est un projet d'intérêt économique. Pourquoi? C'est un projet qui a un impact réel sur le compte de taxes du citoyen. C'est un projet qui favorise la hausse de l'offre de logement. On en a besoin. Puis, construction d'un bâtiment, ça implique des revenus pour les commerces locaux. Que ce soit le Lena Pasta qui est à côté, que ce soit le Tradition, que ce soit le Petit Québec ou de l'autre côté de la rue. Tous les commerces, que ce soit les IGA, vont en bénéficier. Puis plus loin, c'est les matériaux, c'est des gens qui vont venir travailler dans la région. Donc, ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle les 3 piliers du développement durable qu'on connaît depuis Brundtland dans je ne sais plus trop quelle année. Donc, voilà, Madame Tremblay. Donc, je vais maintenant parler du processus d'approbation du projet. Dans un premier temps, en novembre dernier, il y a eu une adoption d'une résolution cadre qui permettait à la Ville d'utiliser les pouvoirs municipaux qui sont issus du projet de loi 31. Ensuite, en décembre, le Conseil municipal a adopté le projet de résolution 2025-343, qui est à l'étude ce soir, qui visait à autoriser un projet de construction d'un bâtiment multifamilial au 141 rue de Bretagne, dans la zone R8. Ensuite, le 16 janvier, on a fait la publication d'un avis public pour annoncer l'Assemblée de ce soir. Suite à l'Assemblée, on va analyser et prendre connaissance des commentaires qui auront été reçus, soit par écrit ou soit pendant la séance ce soir. Il est prévu que le Conseil municipal adopte la résolution pour approuver le projet le 2 février, donc c'est une date projetée. Suite à ça, la résolution va être transmise à la MRC de la Vallée du Richelieu, qui doit l'approuver si c'est conforme à son schéma d'aménagement et de développement. La MRC va avoir un délai de 30 jours pour procéder à l'approbation. Suite à la réception de cette approbation-là ou suite à l'expiration du délai de 30 jours, la Ville va avoir la possibilité de délivrer les permis. Puis, il y aura un délai maximal de 24 mois pour réaliser les travaux à partir de l'émission du permis de démolition. Donc, quand je parle des travaux, c'est la démolition, la construction et l'aménagement du terrain. Donc, on en arrive maintenant à la période de questions. Merci beaucoup, Mme Tremblay, M. Gagnon. Tout d'abord, je tiens à mentionner que lors de la campagne électorale, le conseil municipal, les candidats qui faisaient leur porte-à-porte, et même encore aujourd'hui, ça fait partie d'une préoccupation du conseil de favoriser l'accessibilité au logement. Donc, on a un projet fort intéressant. Le conseil était d'accord de le mettre en place et d'où le pourquoi nous avons décidé d'utiliser le pouvoir relié au projet de loi 31. Donc, on est très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Je sais que ça peut amener quelques, comment je dirais? Pardon? Questionnement, effectivement, mais quand on le regarde dans son ensemble, c'est intéressant. On va accueillir 16 nouvelles familles,
ou des personnes à mobilité réduite ou des gens seuls. Donc, c'est fort intéressant. Ça va nous permettre d'accueillir de nouvelles personnes, de favoriser un milieu de vie diversifié. Donc, je trouve ça très pertinent. Merci beaucoup pour votre explication. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, commentaires, vous présenter au micro en vous nommant, s'il vous plaît. Beauchesne, tu as beau voir. Merci pour la belle présentation. Merci, Mme Tremblay, M. Gagnon, Mme Farion. Je ne voulais pas en parler, mais vous parlez que ça a commencé le 17 novembre, que vous avez utilisé la loi 31 pour renoncer à une manière démocratique que les citoyens avaient pris pour contrer ou pour voter sur ce projet-là. Il y avait une manière démocratique. Là, je me demande si on devrait trouver une autre loi pour la dernière élection du mois de novembre. Parce que si on peut, à chaque fois que 30 citoyens demandent un référendum, on sort la loi 31. Puis la loi 31, je regardais sur la loi annotée aujourd'hui, l'article 93, on ne parle pas que c'est pour les municipalités de moins de 10 000 habitants. En fait, la loi est entrée en vigueur en 2024. Et en 2025, il a été rajouté, d'où les municipalités avec de moins de 10 000 habitants sont maintenant assujetties depuis a été modifié. Ça a été modifié. Ma loi annotée à moi, c'est pas marqué. C'est en quel mois? C'est au printemps 2025, Marie-Pierre, si je me trompe bien. C'est ce que tu ne me trompes pas. Je m'excuse, je me trompe bien. Je n'allais pas Je en peux avec moi. répondre à ça. Vas-y. Si vous regardez, monsieur, si vous regardez l'article de loi spécifiquement du PL 31, vous avez raison, sauf que dans une autre loi, il a été modifié. Fait qu'il faut juste aller lire l'autre loi qui vient abroger cette partie-là de la loi. Fait que si vous vous focussez uniquement sur le PL 31, c'est sûr que c'est ça qui va arriver, mais il faut la mettre en parallèle avec l'autre loi. Oui, c'est ça. J'ai regardé l'article annoté, l'article 93 annoté de la loi 31. C'est de ça que je vous parle. Bon, en tout cas, c'est sûr, ma compréhension de texte est limitée, hein. Comme on vous dit, là, le projet de loi il a été modifié par une autre loi. Fait qu'il n'y a pas de version qui intègre les deux. Il faut vraiment aller lire deux lois différentes. Là. De mémoire, c'est le projet de loi 79 de 2025, mais oui, je ne suis pas l'article 100% 19C, certaine de ce numéro-là. qui ne parle pas de ça vraiment, mais en tout cas, c'est beau. Il parlait de ce que c'était un logement étudiant. OK. C'était marqué tantôt des logements familiales. Au Québec, une famille, ça peut être 1, 2, 3 personnes, 4 personnes. Quand on dit, le gouvernement dit, on aide les familles, là, il dit, le montant, ça peut être 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, que le mot familial est sorti pour ce projet-là. Il n'y a aucune réduction, il n'y a aucun loyer abordable ou social dans ce projet-là. Non, tout à fait, Aucun. mais en fait, non. Mais en fait, Familial. Un 5,5 familial. J'ai hâte de voir à combien est-ce qu'il va le louer. on n'a Une pas belle grosse famille. Monsieur Beauchesne, effectivement, on n'a pas les montants des loyers qui vont être demandés. Cependant, des loyers à 5,5 à McMasterville, il y en a très peu. Donc, ça nous donne ça nous permet d'accueillir 5 nouvelles familles avec. Et même un 4,5 va être intéressant aussi. Parce que c'est marqué dans votre présentation, logement familial. Puis pour moi, un logement familial, c'est quelque chose qui aide les familles. Un 5,5 ou un 4,5, c'est familial pour moi. Ou 3,5. Tout à fait. Bon, mais pourquoi vous utilisez le terme familial dans cette présentation-là? Je ne le comprends pas. C'est comme biaisé un peu. Je l'ai ici. En fait, la Au loi. moins 30 des logements sont familiales. C'est ce qui était demandé dans la loi exactement. J'essaie juste de le retrouver. La loi, C'est notre règlement à nous. Nous, on a établi. Vas-y. On a établi qu'un des besoins dans la municipalité de McMasterville, c'est des logements pour accueillir des familles avec des jeunes enfants. On a souvent des loyers qui ont été construits dans les dernières années qui n'avaient pas d'espace pour les jeunes familles. Donc, ce qu'on exige, c'est qu'il y ait au moins 30 de loyers qui sont pour des jeunes familles. Il y a des 4,5 pour des jeunes familles. Ça se peut qu'une chambre à coucher de plus, en fait, 2 chambres à coucher soit suffisant pour une jeune famille. Mais au minimum, dans notre typologie de bâtiments existants au niveau des loyers, on n'en a pas tant que ça, des 5,5. Donc, on a exigé que pour les jeunes familles, peut-être qu'on devrait le spécifier, on veut, parce que s'il y a un 5,5, on va présumer que les gens ne vont pas juste faire un bureau. Il va y avoir 2 chambres à coucher,
au minimum, peut-être 3 chambres à coucher pour des membres de la famille. C'est pas le nombre de chambres que je me plains. Je me plains sur le mot familial. Oui, mais C'est familial, que ça il veut pas devrait dire... pas être utilisé dans ce cas-là. C'est tout ce que... Je pense qu'il n'y a pas de... Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi vous dites qu'une famille ne peut pas habiter dans un 5,5. Une famille peut habiter dans un 5,5, dans un 4,5, dans un 3,5. Oui. Le terme familial, ça n'a pas Oui, rapport avec le nombre de si chambres vous référez dans à un logement. ménage, Il y a toutes sortes de familles au Québec. Toutes sortes. Parfait, merci pour... Oui, fâché. Fâchez-vous pas, madame, c'est pas fini. Est-ce que je pourrais avoir votre diapo sur la marge arrière de l'immeuble avec la descente pour aller en bas? La distance entre la descente pour aller en bas et la ligne arrière, c'est quoi la distance, là? Tu le vois-tu? Entre la descente des trocs, là. 1,78 mètres. Puis là, la dérogation, c'était 8 mètres supposé. Depuis tantôt, on parlait de 7 C'est mètres. 6,97 en arrière. 6,97, Ouais. mais avec Mais 6,97, c'est au mur du bâtiment, pas au au mur du stationnement. bâtiment. Mais là, ça compte pas. La descente de sol, ça compte pas comme étant Ça une fait pas marge partie du bâtiment. arrière. Non, mais en fait, si ça n'avait pas été une descente vers le stationnement souterrain, ça aurait pu être un stationnement. Donc, on serait avec les marges auraient été sensiblement les mêmes. Voire, Non, mais là, c'était la pas- même chose, je pense. Mais là, c'est pas un stationnement, c'est une descente. C'est comme une construction, comme un escalier. C'est comme un escalier, là. Pour moi, c'est comme un escalier. Fait que ça devient un mur que vous devez reculer. Mais C'est mon idée personnelle. par rapport aux voisins, ce ne sera pas vraiment visible puisque c'est Par rapport c'est aux voisins, vers le ils vont bas, entendre là. « Ouh, le truc à vidange va sortir de là. Les enfants vont se faire écraser en arrière. Ah, mon Dieu. Ça sera pas drôle. » Bon, mais j'aurais aimé savoir pour la dérogation de 10 000 parce que c'était pas ça à la loi. Mais là, je l'ai le trouvé, 17. là, c'est le projet de loi 79 de 2025 qui est adopté en mars 2025. Allez voir ça. Bon, bien, je pourrais faire une suggestion aussi. Entre la MRC et le cimetière, là, sur la 116, il y a un beau terrain, là. Si la MRC a à cœur de faire des logements, là, qui donnent le terrain puis qui bâtissent des logements là. En fait, merci pour la suggestion, M. Beauchesne. Le terrain est propriété du Centre de services des Patriotes. Donc, on est présentement en discussion avec eux pour voir qu'est-ce qui pourrait être fait. C'est ça, ils Et pourraient nous le donner, si ça les tient à cœur. on espère de tout cœur qu'ils veulent commencer par la vente. Puis il y a Donc, pas on est là. moi, je connais pas le vieux McMaster, le Parvis, là. Il n'y a pas de... Purvis Club. Il n'y a pas des places, là, que vous pourrez mettre des bâtisses en masse? Bon, OK, merci. Merci de votre attention. Puis soyez pas trop fâchés, madame. Je ne voulais pas être méchant. Merci, M. Beauchesne. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires à nous faire part? C'est parfait. Donc, si, de toute façon, c'est possible de nous acheminer vos commentaires, questions par courriel ou via notre site Internet jusqu'au 29 janvier prochain. Et ils vont être transmis au conseil municipal dans les jours suivants. Et si tout se déroule rondement, le projet de résolution sera adopté lundi prochain, soit le 2 février. Donc, entre-temps, n'hésitez pas s'il y avait quoi que ce soit. Et au plaisir, on vous remercie de votre attention. Bonne soirée.